parti, salut à tous, salut Freplane TV, bonsoir à YouTube, bonsoir à Twitch, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Nocif que malheureusement on va voir clignoter un petit peu, je pense que je vais en effet couper ta caméra, ce sera mieux, hein. Mais salut Nocif, Bonsoir Norse, comment comment vas-tu? vas-tu? Ça va, super, et toi? Bah ça va très bien, merci Somme- beaucoup. Début de semaine un peu dans le rush comme on se disait à l'instant, mais il y a un chouette programme pour ce soir. On a alors peu de sujets, mais des sujets que je trouve vachement intéressants. Et avant de nous lancer dans quoi que ce soit, parce que ça a l'air d'être un petit peu la mode on est un peu à la mode de la régulation, et je coupe le mauvais layer, mon Dieu, quel amateur, quel amateurisme, incroyable. Euh, pour rentrer un petit peu dans le mode régulation qu'on voit pour l'instant sur le marché, on va quand même préciser plus souvent qu'avant que tout ce qu'on raconte dans nos lives ne sont en rien un conseil d'investissement. Nous, on vous donne notre avis, on relaye des nouvelles et on vous montre des chiffres et des informations qui nous semblent intéressantes. Après, vous prenez vos décisions. On ne vous invite à investir dans rien du tout. Simplement, on partage de l'information. Voilà pour le petit disclaimer. Exactement. On va commencer tout doucement avec les news en vrac. Il n'y en a pas beaucoup, mais on a de nouvelles traductions sur le site Upland. Et là, Cocorico, le français est là. Donc plutôt cool, on a le français et le japonais qui sont arrivés. Bonne nouvelle quand même. Ah c'est chouette. Et j'ai l'impression que tu n'y es pas pour rien. Ah, alors dans ce cas-ci, je pense que si je suis pour rien, je suis pour rien. Ça ne fait pas partie de tes attributions de traducteur? Mais écoute, non, je ne pense pas. Ok. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Ouais, c'est très cool, c'est vraiment très cool. Ensuite, nous avons eu la semaine passée, alors oserais-je le jeu de mots, nous avons eu une tornade d'informations et de discussions sur les catastrophes naturelles qui arrivaient dans Upland, soi-disant. Mais tout ça n'était en fait qu'un poisson d'avril. Euh, alors, il y a une chose, moi, alors ça, c'est marrant, ok, on est sur un sujet un peu accessoire, c'était marrant, c'était faux pour ceux qui ne le savaient pas éventuellement, mais c'était un poisson d'avril. Ce qui est intéressant là ici, c'est de voir en fait que la communauté a massivement voté s'il devait y avoir une catastrophe naturelle pour une invasion zombie ou une invasion alien. Moi, je trouve ça plutôt marrant en fait. Ouais, C'est ça marrant, prouve. ça prouve que les gens en fait voient le métaverse quand même comme quelque chose de libérateur. Et il y avait vraiment une grosse disparité, hein. On était à plus de 20% pour les aliens et les zombies. Et pour toutes les catastrophes naturelles dites un peu classiques, type tornade, ouragan, etc., bah, les pourcentages étaient très faibles. Donc moi, ça m'a fait sourire et je trouvais que ça valait la peine d'être marqué. Ouais, autant que ça soit des choses qui soient pas possibles dans la réalité, quoi. Exactement. Mais tu sais, enfin, si les gens sont sur Upland, peut-être qu'ils ont vraiment envie de reproduire le vrai monde et on aurait pu se dire qu'une partie de la communauté, en tout cas, aurait voulu vraiment aller dans cette reproduction un peu fidèle. Après aussi, la question, c'est combien de personnes dans ce vote ont voté en sachant que c'était un poisson d'avril aussi. C'est vrai qu'il y a eu peu de votes, j'ai regardé. Si ma mémoire est bonne, alors là, attends, j'avais fait une capture d'écran sur mon téléphone, je vais pouvoir te le dire assez rapidement combien de gens avaient voté. Euh, donne-moi juste un petit instant, je vais retrouver ça rapidement. Tu as quelque Je te chose prie, d'autre Norse. à signaler par rapport à tout ça, Bah toi? non, à part que bah c'est le deuxième poisson d'avril, enfin le vrai poisson d'avril, qu'en tout cas toi et moi je crois voilà, on participe. Tout à Et c'est fait. vrai qu'à chaque fois c'est très euh, ouais c'est pas sarcastique mais presque quoi. Mhm. Ils sont Là- assez pointus quoi leurs alors, poissons d'avril, je trouve. sur les 11 591 votants potentiels, il y a eu 2 545 votants. Donc Ok, on est entre 20 et 25%. Allez, à 20, on doit être à 22% ou quelque chose comme ça. alright. Bon, c'est vrai que la participation a été faible, bien plus faible que lors du vote pour l'UIP qui avait déjà eu Ouais lieu bien et qui, sûr. bon, voilà. Et c'est bon signe au final, hein, c'est très bon signe. Ensuite, nous avons des nouvelles du Master Builder Contest. Alors là, ici, déjà, la phase numéro 1 est terminée. Donc, vous pouvez aller voter
pouvez vous rendre dans votre application, dans votre profil, et vous aurez la possibilité de voter pour la ville de Détroit et la ville de Dallas. Je trouve qu'il y a des chouettes propositions, donc allez jeter un petit coup d'œil, voyez un petit peu ce qui vous plaît, et n'hésitez pas à voter. Et en ce qui concerne la phase 2 du Master Builder Contest, les villes qui vont être concernées sont Buenos Aires, le Queens et Las Vegas. Et alors c'est toujours absolument terrible pour moi, les transitions d'heures et de dates. On a des votes qui vont commencer à partir du 12 avril à 17h. Non, à 18h. 18h. À 18h, voilà. Bon, Nocif, fais-le s'il te plaît. Ouais. J'ai une trop longue journée, ça va pas aller. Donc, c'est vendredi le 31 mars, ça commence. Euh, Ça ferme donc le 5 avril à 11h p.m. Donc, ça, c'est 8h du matin, minuit. Donc, c'est le 6 à 9h du matin. à 9h du Le matin. 5, le 6 à 9h du matin. Pas le 5, quoi. Mhm. Le 6. Donc, le 9 avril, le 10 avril, pardon, à 9h du matin. Et voilà, et après c'est à 18h le 12 avril et le 14 à 18h, pareil. Et voilà. Voilà, donc là, de toute façon, Et on là vous pour les winners, rappellera je vois pas, ça. c'est coupé. Pardon? Là pour les winners, quand est-ce que c'est annoncé? C'est le 13 avril, mais il Le n'y a pas 13 d'heure. avril. Le 13 avril, mais il n'y a pas d'heure, exactement. Donc voilà en gros les dates à noter dans votre calendrier. Euh, Ici, bon, je pense que pour le Master Builder, il n'y a pas énormément à dire de plus. Par contre, le gros dossier qui nous est parvenu, c'est le Neighborhood Rating. Bon, Nocif, toi, je suppose que ça t'intéresse tout particulièrement, étant donné ta position à Red Hook. Ouais, on est focus là, on est focus en ce moment. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le neighborhood rating? Je pense qu'on peut déjà expliquer les deux types de rating qui vont avoir lieu. Donc, il va y avoir premièrement un rating pour les nodes qui ne sont pas encore définis comme des collections. Donc, le gagnant de cette compétition-là, en tout cas, obtiendra une collection standard, donc une bleue. C'est bien ça, Nocif, je parle sous ton contrôle. Oui, je pense, c'est pas clair pour l'instant, mais oui, a priori, ça sera une collection bleue C'est ma et on manière de le partira de là, ouais. comprendre en tout cas. J'espère qu'on comprend ça correctement. Et la Ouais, deuxième c'est ça. compétition en fait concernera elle les quartiers où il y a déjà des collections qui ont été déclarées et il y aura donc une compétition pour faire évoluer sa collection plus que pour en déclencher une nouvelle. Euh, Qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir participer à ça? Alors, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rentre en compte plutôt au niveau des classements? Il y a Bah, 5 paramètres vraiment forts qui vont jouer dans ce classement. Alors le premier, c'est le nombre de sparkers qui sont alloués à des constructions en cours dans le quartier, alors que ce soit des structures résidentielles, des showrooms, des entreprises, peu importe, des landmarks, peu importe, les Spark Hours dédiés à la construction. Ensuite, deuxième point, le nombre moyen de résidents qui ont déclaré leur adresse dans le node. Troisième point, le nombre de métaventures qui existent par propriété. Quatrième point, le nombre de Sparkers qui sont alloués à la création et à la manufacture d'objets qui vont pouvoir être placés sur la map, comme des outdoor décors par exemple, euh, toujours par propriété. Et dernier point, la contribution en EPEX faite à la community pool par propriété, par mois. Alors là ici, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il y a pas mal de ces critères qui se basent sur un report à la propriété, un ratio sur le nombre de propriétés. Et ça, c'est une première chose remarquable parce qu'on pourrait se dire que ça favorise les petits nodes qui ont peu de propriétés et qui donc vont avoir un meilleur ratio euh, critères sur propriété. Et pour ça, Upland a déjà répondu. Ils ont apparemment pensé à une courbe qui viendrait compenser ça. Donc en fonction du nombre de propriétés qu'a votre node, si vous êtes dans un node avec énormément de propriétés, vous allez avoir un multiplier qui va venir s'ajouter à tout ça et qui aura pour vocation de compenser
les disparités entre les tout petits nodes qui ont un avantage énorme au nombre de propriétés et les gros nodes qui, eux, ont beaucoup moins cet avantage. Donc ils auront le multiplicateur pour compenser cela. Nocif, est-ce que j'ai bien Moi, résumé la chose? oui, oui, c'est parfait, vraiment. Qu'est-ce Mais que tu rajouterais? Dis-moi. bah, moi, ce que je vois, c'est la direction globale que ça prend, enfin, ce qui vise Upland, et je trouve que c'est très bien parce que c'est vraiment axé sur le dynamisme économique, en fait. Mhm. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment axé sur voilà, tout ce qui touche à l'économie, etc. Donc, non, Là c'est ici, moi, très ce que bien. je m'étais dit, c'est que on se poserait bien la question de savoir quelles sont les conséquences qu'on peut attendre de ce neighborhood rating. Et pour répondre à ça, en fait, je pense que le plus simple, c'est vraiment de reprendre point par point les 5 critères qui vont vraiment jouer, parce qu'à mon avis, ce sont vraiment les gros, les grosses lignes de fond qui vont créer du dynamisme. Donc, on va déjà avoir, à mon avis, euh, des grosses campagnes de communication au niveau des nodes pour essayer de concentrer au maximum les Spark disponibles dans les constructions du node, pour essayer d'optimiser. Donc ça peut passer par une revalorisation éventuelle des locations de Spark, qui pour l'instant sont à un prix relativement bas. Donc peut-être pourrait-on voir une évolution du marché des Spark de par ce fait. On va également probablement avoir pas mal de communication des nodes pour essayer de ramener des résidents pour pouvoir se favoriser et avoir plus de résidents. On va probablement voir une petite explosion du nombre de métaventures. Il va y avoir probablement pas mal de gens qui vont avoir un incitant à demander des licences pour pouvoir se classer mieux dans les classements. On a fatalement la production de outdoor décor qui va jouer, qui devrait être tiré vers le haut. Donc ça, économiquement, comme tu le disais, Nocif, ça me paraît être une super chose. Et au niveau contribution à l'UPEX, à la community pool, eh bien là, on verra ça avec le temps, mais à mon avis, ce sera quand les nodes auront pris un peu d'ampleur et qu'ils auront gagné un petit peu de valeur au niveau immobilier. Donc là, fatalement, chaque vente et chaque achat euh, générera toujours un petit peu plus pour la community pool avec la hausse des prix. C'est mon avis en tout cas. Est-ce que tu vois autre chose à signaler? Non, non, c'est vraiment ça. Ok. Au niveau des nodes, pour l'instant, qui sont classés, donc je vous ai fait une petite capture du classement. C'était, je vais dire, 1 heure avant le début de ce live. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça peut évoluer. Donc pour l'instant, on a Century City et Playa del Rey qui sont les deux grands favoris, on va dire. Tous les deux à Los Angeles. Petit cocorico encore une fois pour Nocif quand même. Ton node est 7ème. C'est une jolie place dans le classement, donc félicitations à toi pour ça. Ce que je trouve Travail remarquable, d'équipe. bah complètement, il y a une belle équipe derrière tout ça et je pense que ça pourrait encore continuer à évoluer, donc c'est cool. Ce que je vois moi ici en tout cas, c'est que les scores qui sont affichés pour les différents nodes se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. T'as vu, Oui, c'est vrai on que est sur c'est serré, 400 hein. points de différence entre les 20. Dans les 20 premiers, il y a 400 points de différence. On est à 12 Ouais. 946 pour le 20e et on est à 13 355 points pour le premier. Donc tout ça se tient dans un mouchoir de poche et ça me semblait intéressant parce que ça montre alors, soit ça montre un état trop embryonnaire pour qu'on puisse tirer des conclusions, ce qui est possible, soit ça montre déjà une belle compétition et un beau dynamisme. Donc là, chacun y verra un petit peu ce qu'il a envie d'y voir. Euh, Nocif, tu as encore quelque chose à dire par rapport à tout ça? Non, non, c'est une très bonne nouvelle pour Red Hook. En tout cas, on est content du job accompli et voilà quoi, pourvu que ça dure. Voilà, donc là, au niveau d'un léger complément d'information qu'on pourra apporter, donc il y aura pardon, il y aura des nodes qui vont évoluer au niveau des collections, donc qui vont pouvoir passer d'une collection bleue éventuellement à une collection mauve, et qui devront alors
continuer à être en compétition au fur et à mesure du temps et garder des bonnes métriques pour pouvoir maintenir leur place et continuer à évoluer dans la hiérarchie des qualités et des raretés de collection. Il y aura apparemment une rémunération qui sera proposée pour les résidents des nodes en question, quand un node arrive à se classer dans les collections. J'ai remarqué également qu'ils avaient dit il y aurait entre 2 et 4 propriétés à placer pour compléter les collections qui vont être créées via ces mécaniques. Et dernière petite information, je vous ai dit qu'il y avait 2 manières de mener ces compétitions, donc pour les quartiers qui n'ont pas de collection, et ensuite pour les nodes qui ont les quartiers et les nodes qui ont déjà une collection. Ce seront 2 mécaniques. Évidemment, la deuxième mécanique arrivera un petit peu après. Ils vont laisser le temps d'abord de distribuer quelques collections à quelques nodes, et ensuite, évidemment, ils commenceront la compétition entre nodes classés. Et tout ça, à mon avis, ne devrait pas tarder à être mis en évidence correctement dans Upland. Dernière chose que je souhaitais mentionner, c'est une phrase que j'ai repérée dans l'article, et je voulais te la soumettre, Nocif, pour voir un petit peu ce que tu allais en penser. Il y a une phrase ici qui nous dit les quartiers qui ont une collection en résultat à une ouverture de ville ou les collections qui ont été déclenchées par des challenges seront automatiquement inclus dans cette compétition. Ça veut donc dire que seront mis en compétition non seulement les nodes, mais également tous les quartiers dont le nom du quartier est le nom de la collection. Est-ce que tu as compris ça également comme moi? Dont le nom du quartier, le nom de la collection? Donc par exemple, tu n'as pas de node, mettons au Financial District à San Francisco. Étant Ouais. donné qu'il n'y a pas de node, on pourrait se dire qu'il ne rentre pas dans les compétitions. Et bien selon ce que je comprends, si Ah ouais, euh, si, il rentre parce qu'il a une collection. le Financial District rentrera parce que la collection c'est le nom du quartier, Financial Ouais. District. Donc là, fatalement, il ne va pas y avoir ça pour toutes les collections dont l'intitulé est un nom de rue, par exemple, mais pour toutes les collections dont l'intitulé est le quartier, tu rentres en compétition. Donc, dans les conséquences éventuelles, on va voir également une sorte, à mon avis, d'Eldorado, de ruée vers l'or, pour que des gens se mettent à coloniser des quartiers qui seront peut-être naturellement bien classés au début. Il va peut-être y avoir des mouvements un petit peu agressifs de gens qui vont vouloir s'accaparer des quartiers et créer un node là-bas pour surfer sur les hypes. Ouais, ça c'est pas impossible, hein. Ce que je vous ai mis là ici, donc je vous ai pris la fameuse phrase que je vous ai lue, et juste en dessous, j'ai en fait un copier-coller dans Excel de la liste de toutes les collections dont l'intitulé est un nom de quartier, et il y en a ici 159 pour l'instant. Donc en plus des nodes, on pourrait avoir probablement une 150aine ou une 140aine de quartiers qui vont rentrer en compétition. Donc finalement, tout ça pourrait être assez disputé, je vais dire. Ouais, ça va être dynamique. Ça risque d'être assez dynamique, exactement. Voilà pour le Neighborhood Rating. Le second point nocif, je pense que je vais te le laisser. T'es, Oui, alors ça c'est une super nouvelle quand même. mhm. Alors Euh, qu'est-ce que c'est d'abord? On est sur une nouvelle métaventure. Ouais, donc du coup c'est bon, c'est la plaine qui a un peu pris de revers tout le monde là. Donc en fait c'est un nouveau type de métaventure qui vous permet d'avoir voilà un circuit n'importe où dans Upland dans la mesure où vous respectez certaines conditions. Et pour l'instant, ça ouvrira des courses qui seront bon, gratuites, tout le monde pourra jouer, mais c'est stipulé que à la longue, ça pourra être monnayé, donc vous aurez des dufis à payer pour faire tourner cette méta-aventure parce que voilà, il y aura des sortes de peut-être de paris ou ce genre de choses, en tout cas voilà, des activités qui tourneront autour de la voiture et qui seront monnayables. Donc c'est assez intéressant. Alors, donc, là dans l'article, à un moment donné, on vous dit que la parcelle pour pouvoir voilà, avoir voilà, la méta-aventure, le bâtiment pour avoir une course, c'est de 37 Yupitou. Alors, je pense qu'il y a un petit problème. Je pense que c'est potentiellement 370 Yupitou.
en faisant des simples calculs de la taille du bâtiment qui est proposé. Et voilà. Oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas 37 UP2 minimum? Euh, Parce que c'est vrai que ça me paraît trop grand pour tenir sur 37 UP2, mais qui sait, je sais pas. Bah, Peut-être moi, que je l'ai dans calculé certaines avec. Ouais. circonstances, honnêtement, je ne sais pas. Il me semblait y avoir une coquille aussi quand j'ai lu la news, Là, mais 37 UP2, c'est à peu près voilà, un cinquième des terrains qu'on voit là. mhm. Ouais, donc à mon avis, il y a une coquille. Donc Ouais, il y a un problème ne vous fiez avec pas ça. trop à cette info-là. Donc voilà quoi. Et Alors, sinon, on n'a pas trop d'autres infos ben, en tout cas, sur comment ça va tourner, mais comment ça va tourner, on n'en sait rien, mais en tout cas, pour pouvoir postuler, il faut au minimum avoir un Spark au moment de la soumission, et tu dois avoir 4 propriétés qui sont sur la course, dont une qui sera fatalement le point de départ, parce que c'est là où tu vas instaurer ta métaventure. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qu'il faut cocher pour pouvoir participer, mais ça, je vous laisse lire. Si vous nous regardez en replay, faites un arrêt sur image et prenez le temps de simplement lire. Je vous ai mis la traduction en français pour qu'on n'ait pas à passer tout ça en revue, parce que tout ça est finalement assez administratif. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est la manière dont ça se représente sur la map. Euh, T'as vu les petits points noirs là? ouais, c'est des nouveaux petits points à ajouter à Ça va. l'écosystème des points Upland. Tu penses pas que ça va... Il y a de plus en plus besoin d'avoir un filtre des informations qui viennent se superposer à la map? Ah, ça c'est sûr, hein. Parce que là, ça commence à Va y avoir devenir le un besoin, ouais. sacré bazar, hein. Ouais. Donc, Non, c'est vraiment cool. Je sais pas exactement. Alors, a priori, il y a un truc voilà, qu'il faut noter, c'est que il faudra que vous vous rendiez à la localité de la métaventure pour pouvoir participer aux courses. mhm. Donc voilà, une fois de plus, Upland dans cette direction de vouloir voilà, un petit peu cloisonner les choses dans l'espace et donner voilà, du fil à retordre à ceux qui voudraient voyager partout dans la map, quoi. Oui, tout à fait. Ici, ce que j'ai noté également, c'est qu'ils nous ont mis un petit tuto vidéo. Alors, je vais In vous this video, we're going to review. Hop, je vais couper le son. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en fait, il vous propose de passer par un site qui s'appelle geojson.io, qui vous permet apparemment de définir des tracés. Si vous voulez participer à la souscription, vous allez obligatoirement devoir passer par cette procédure. Donc, en fait, c'est un outil qui vous permet de tracer sur une carte le tracé exact de votre course et ensuite d'exporter ces informations sous un format qui s'appelle JSON. J'espère que je prononce ça correctement. JSON, je sais pas. Mais enfin bref, je pense que beaucoup d'entre vous sauront de quoi il s'agit. Comme la vidéo le montre, là, une fois que vous avez dessiné votre tracé, vous pouvez aller dans le coin supérieur gauche de l'écran et faire un export de toutes ces informations. Il faudra les envoyer à Upland et ça fera partie intégrante de votre candidature. Ouais. Nocif, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Non, non, c'est bien, ça va dynamiser La le de- commerce des voitures et tout ce qui va autour, quoi. Exact, exact. Ça va être très bon pour le commerce des voitures. La dernière petite information qu'on peut noter et qui est, à mon sens, vite évacuée dans l'article, mais qui a beaucoup de poids, c'est le fait que dans le futur, il prévoit bien entendu que les propriétaires de Speedway Metaventure puissent toucher des royalties par rapport aux courses qui se déroulent sur leur circuit. Évidemment, comme cette fonction n'est pas encore implémentée dans la toute première itération qu'on va connaître, il n'y aura pas de venture due fee à payer pour les possesseurs de ces métaventures. Évidemment, tout ça ne rentrera en fonction que lorsque les propriétaires auront la possibilité de gagner quelque chose avec leur activité. Ensuite, eh bien, je pense que c'était à peu près tout au niveau des news pour Upland en tout cas.
Et j'ai décidé de faire un petit sujet que j'ai trouvé plutôt intéressant. Je me suis plongé dans un rapport de KPMG, qui est une boîte d'audit. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site parce qu'ils ont un petit peu de contenu sur le métaverse et c'est relativement intéressant. Et je suis tombé sur cette étude en particulier que vous pouvez trouver très facilement. Vous avez le titre qui est là et si vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous tombez immédiatement dessus. Relativement récente, elle date de, allez, on va dire début 2023. Elle a été publiée début 2023 et terminée en mi-décembre 2022, donc on est sur quelque chose de plus ou moins récent, et qui nous donne quand même pas mal d'informations que j'ai trouvé assez dingues. Donc c'est une étude qui a été menée auprès des investisseurs. Alors quand KPMG nous parle d'investisseurs, certes, Nocif, toi et moi, nous sommes investisseurs dans le métaverse, mais KPMG n'est évidemment pas venu nous demander notre avis. Il parle d'investisseurs bien plus sérieux que nous, bien plus influents. Et la première grande surprise, à mes yeux en tout cas, c'est de me rendre compte que 80, tu vois, je me laisse embarquer, la belgitude a surgi comme ça. 90% des investisseurs prédisent que le métaverse est la prochaine phase d'Internet et lui entrevoit en tout cas un futur où il va prendre en force énormément. Alors, moi, je suis surpris de me rendre compte que 90% des investisseurs soient aussi convaincus du métaverse, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Soyons contents de ces statistiques. Euh, Ici, je ne vais pas vous détailler vraiment toutes les stats qui sont dans les slides que je vais vous montrer, mais il y a à chaque fois un petit quelque chose d'intéressant que je souhaiterais faire remarquer. Et là, encore une fois, hein, je vous donne ma vision des choses. Il y a certainement à critiquer par rapport à tout ça, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de tendances à aller chercher pour des gens qui s'intéressent à un écosystème comme Upland. Donc tout ce que je vous dis là, en fait, c'est vraiment à voir via ce spectre de Upland. Donc on a ici une stat qui nous dit que 35% des investisseurs ont euh, au moins la moitié de leurs assets dans des technologies et des initiatives reliées au métaverse. Moi, je trouve ça complètement fou. 75% pensent même continuer à investir et augmenter leurs investissements dans les 5 ans. Donc ça montre quand même en tout cas une belle foi des investisseurs lourds sur le futur du métaverse. Nocif, si je dis quoi que ce soit qui t'intéresse, n'hésite pas à m'arrêter parce que là ici je Non, vais... c'est juste que j'ai pas compris le graphique en fait. Mais Ça, ça, ça- Oui, alors ça c'est typiquement le. Donc en fait, tu as ici en dessous les questions qui sont posées. Donc la première question c'est approximativement quel Ah, d'accord, c'est pourcentage des de questions. vos assets sous management ou investissement sont liés à une technologie du métaverse. La deuxième question c'est euh, quel pourcentage de vos actifs euh, pensez-vous atteindre dans les 5 ans? Donc tu as la question actuelle qui est à gauche sur les graphes, qui est en bleu plus clair, et le futur qui est en part un peu plus foncé. Donc là, en fait, Ok, ok. ce que tu vois ici sur le graphe, c'est que pour l'instant, les investissements sont plus lourds que les prévisions. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu as plus de, allez, la barre bleu clair, on va dire, dépasse la barre bleu foncé. Donc les avoirs courants, les avoirs actuels sont plus lourds que les avoirs futurs, et on voit clairement que dans le futur, ils pensent augmenter de plus en plus la part dédiée à leur, au métaverse dans leur portefeuille. Donc mhm. ça, c'est ce qu'explique ce graphique. C'est très très mal expliqué. J'espère que vous avez compris dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à me blâmer honteusement pour cette explication absolument floue. Mais je pense que Ouais, c'était c'était parfait. compréhensible quand même. Donc là ici, ah oui, alors ça c'est fou aussi. C'est absolument une quasi-majorité des gens pensent que il y a déjà un futur long terme positif pour le métaverse et que le métaverse est la prochaine phase d'Internet. On a 95% des gens qui pensent que le métaverse est la phase suivante d'Internet. Bon, ça valide quand même pas mal C'est bullish. on va dire que c'est plutôt bullish, oui, sans faire de conseils en investissement, bien entendu. Mais
ce que je voulais signaler là ici, c'est que ça valide quand même pas mal la vision qu'on a sur Upland, où on vend dans nos lives depuis bien longtemps maintenant cette possibilité de prendre une part vraiment de l'internet et de la reproduire dans le métaverse, et Upland pourrait avoir un beau rôle à jouer là-dedans. Alors, pourquoi les investisseurs augmenteraient-ils leurs avoirs dans le métaverse? Alors ça, c'est une des réponses qui me satisfait moins. C'est parce qu'ils voient pour l'instant une demande croissante auprès des clients. Ça, pour moi, c'est un peu dommage, parce que on n'a pas l'impression vraiment, avec cette stat-là, que les investisseurs voient vraiment un potentiel réel. On a l'impression qu'ils voient un potentiel par procuration parce que les clients s'y intéressent. Et ça, c'est quelque chose qui me déçoit un peu, en première raison en tout cas, même si dans le fond, c'est très bien, hein, il y a des clients qui s'intéressent au métaverse, dans le fond, tout ça est très positif, mais je trouve ça un peu dommage que les fonds vraiment qui investissent dans le domaine ne voient pas un peu plus les potentialités. Par contre, en deuxième position, ils donnent comme raison que c'est important pour leurs organisations d'explorer les technologies émergentes. Et ça, c'est exactement ce que j'attendais, mais j'aurais voulu que ce soit en première position. Mais bref, peu importe. Je vais pas lire toutes les clauses, hein. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au rapport, il est vraiment super intéressant. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. 53% des investisseurs pensent qu'il faut prioriser les investissements au profit du métaverse. Et donc, quels sont les investissements qui vont tomber en première partie? Encore une fois, vous lirez tout, hein, mais on a les crypto-monnaies et les plateformes cloud et les services basés sur le cloud. Voilà, ce sont apparemment les domaines qui vont le plus souffrir de l'arrivée du métaverse. Et d'ailleurs, en troisième position, vous voyez l'intelligence artificielle. Là, je dirais simplement que c'est un rapport qui a été fait fin 2022. Peut-être qu'aujourd'hui, la tendance aurait un peu changé et peut-être que l'intelligence artificielle serait beaucoup plus basse, à mon avis, vu les émules qu'on a connues avec ChatGPT, Midjourney et toutes ces technologies. Nocif, toujours pas de commentaires, je continue? Non, non, continue, je t'en prie. Ok, alors j'ai pris cette slide-là, même si elle est un peu moins positive, mais ça me semble très intéressant aussi. C'est les raisons qui pousseraient les investisseurs à diminuer leurs investissements en termes de métaverse. Donc ils mettent en première position le fait qu'ils manquent de compréhension et de connaissances à propos des technologies du métaverse. En deuxième position, le fait que le métaverse et ses technologies ne soient pas encore suffisamment matures. Et en troisième position, le fait que le métaverse ne s'aligne pas réellement avec les priorités de l'entreprise et les stratégies d'investissement. Euh, Encore une fois, hein, lisez à votre aise toutes les raisons, ça ce sont les trois principales. Je pense que le manque de connaissances de compréhension, c'est quelque chose qui va s'auto-résoudre, à mon avis, assez rapidement au fur et à mesure que les métaverses vont prendre en ampleur. Le fait que la technologie ne soit pas encore suffisamment mature, là par contre, moi je suis un petit peu en désaccord avec le propos. Je pense justement qu'on est dans une phase de maturation de la technologie où on commence à voir vraiment du use case qui arrive. On n'est plus au stade de preuve de concept où les métavers étaient principalement des white papers qui n'étaient pas encore concrétisés. On est beaucoup plus dans la concrétisation aujourd'hui. On voit de plus en plus d'acteurs qui embarquent et qui essayent de créer des expériences. Donc pour moi, on n'est pas vraiment sur un problème de maturité. On est peut-être sur un début de maturation, mais pas sur un problème de maturité selon moi. Nocif, ça t'inspire quelque chose, ça, ou je continue? Non, non, continue, continue. Ok. Donc là ici pour vous donner un petit peu de la perspective par rapport aux investisseurs dont on parle qui ont répondu à ce sondage, parce que c'est quand même intéressant d'avoir une idée des profils. Un seul investissement dans le métaverse, pour eux, ça va de 1 million à 10 millions de dollars. Donc ça vous donne déjà un petit peu l'échelle des investisseurs qui placent là-dessus. Euh, je pense que ce sont des investissements qui sont relativement modestes par rapport aux capitaux et aux fonds que ce genre d'investisseurs peuvent avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces chiffres sont voués à
augmenter avec le temps. On a 70% alors pour être plus précis, 80% des venture capitalistes et 67% des investisseurs communs qui pensent que la proportion des investissements du métaverse va augmenter en valeur. Donc ça, c'est déjà très sensible. On a quand même 28% qui pensent que les investissements vont rester les mêmes, même dans le long terme, et 2% qui pensent que ça va diminuer. Donc là, je trouve qu'on est quand même sur des chiffres assez écrasants, et on est sur des tendances qui ont l'air d'être assez nettes, je vais dire. Ouais. Ensuite, le comment. Vas-y, dis-moi, Nocif, tu avais quelque Non, chose à. c'est très positif tout ça. Mais en fait, c'est pour ça que je parle de ce document. C'est parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment rempli d'informations ultra positives. Parce que, bien entendu, tout ça est à mettre en parallèle avec le métaverse de Meta, par exemple, avec des grandes institutions qui vont lancer leur métaverse, bien entendu. Et ça va. En fait, je vais commenter cette slide-ci et je terminerai mon propos parce que ça vient vraiment complémenter ça. Donc, cette slide, en fait, elle nous montre comment les investisseurs souhaitent investir dans le métaverse. La première manière pour eux d'investir, c'est à travers du direct equity, donc de l'investissement direct dans des stocks, dans des actions, ou en prenant des parts de l'entreprise. Donc là, déjà, on sent qu'il y a dans les métaverses que nous suivons, si on est un peu fan d'Oma 3, si on pense un petit peu décentralisation, si on est un peu sur Upland, sur que sais-je, sur Sandbox, Decentraland, etc. On n'est pas encore sur des compagnies qui ont vraiment des validités au niveau de la bourse. Elles n'ont pas encore des actions, elles n'ont pas encore elles ont peut-être des stratégies pour pouvoir prendre des parts dans la gestion de l'entreprise, mais en tout cas, les actions, on n'y est pas encore. Et on voit que c'est quand même la première méthode que les investisseurs privilégient. Ensuite, on a en deuxième méthode, et ça c'est plutôt bien, à travers des assets qui sont internes vraiment au métaverse. Donc, on pourrait imaginer du NFT, on peut imaginer à peu près n'importe quoi qui soit vendu par exemple dans Upland pour l'instant. Et on voit que au niveau du futur, donc la deuxième colonne qui se trouve sur la droite, on voit que ces tendances, en tout cas, vont se maintenir. On a également une percée dans le futur de 4% d'investisseurs qui pensent investir via des joint ventures, donc des collaborations avec des métaverses ou des entreprises liées au métaverse. Donc ça va devenir en tout cas une grosse manière d'investir. La collaboration, acheter des assets internes au métaverse et investir directement via des stocks et en prenant des parts des compagnies. Ça, ce sont les trois méthodes qui vont être favorisées. Donc là, on sent qu'il y a quand même également un attrait des VC pour des boîtes qui ne sont pas forcément natives de la décentralisation. Mais je pense qu'on en bénéficiera de toute façon. C'est une tendance de fond. Et qui dit métaverse dit que les fonds vont finalement pleuvoir sur le domaine en général. Et le domaine inclut bien entendu tout le spectre décentralisé que nous suivons et qui est à mon sens bien plus intéressant que ce que Facebook pourrait proposer. Nocif. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. C'est tout ce qu'on souhaite, exactement. Euh, Alors oui, donc là au niveau des investisseurs, il y a des thèmes en tout cas dont eux sont assez friands. Alors ces thèmes, ce sont l'amélioration de l'interopérabilité. Donc là, je pense qu'on est plutôt déjà bien placé sur Upland. D'ailleurs, je vous invite, moi ce qui m'a marqué vraiment, c'est de lire les intitulés des différents graphiques qui sont ici en dessous et vous allez comprendre à quel point Upland se place bien dans tout ça. Donc vous avez l'interopérabilité. Clairement, Upland est en train de travailler là-dessus. Portal, intégration Ethereum, interaction zut, comment s'appelle cette blockchain? Flow, avec Flow, etc. Bon, interopérabilité, on travaille dessus. C'est bon signe. Ensuite, deuxième colonne, on a les mondes en réalité augmentée et les mondes virtuels, ainsi que les plateformes. Bon, ben, Upland est en plein dedans. Ensuite, on a les avatars digitaux et les zones
basé sur les consommateurs. Ben, on est encore une fois en plein dedans. Collaboration avec des softwares et des outils. Euh, je pense qu'on est plutôt dedans, hein. On a vu Apex Land, c'est du software. Je On pense que a c'est là qu'on va voir si vraiment Upland ils prennent la bonne direction sur tout, c'est à ce niveau-là, ouais. exactement. Euh, Collaboration software, mais c'est un petit peu ça qu'ils veulent faire avec tout ce qui est les dev shops et voilà, exact, hein. Donc exact. alors, je pense qu'on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Cinquième colonne, Mais c'est ça qui va être critique, je pense. l'immobilier dans le métaverse. Comment être plus dedans que comme ça. Enfin voilà. Rien qu'en prenant les 5 premières colonnes, on a déjà une belle représentativité. C'est vrai que sur le hardware, sur les cryptos, on est peut-être un peu moins placé, mais sur la blockchain, on est complètement placé. Sur les NFT, on est complètement placé. Voilà. Il y a en tout cas un très beau positionnement de Blend et je voulais montrer ça avec ce petit graphique. Ensuite, alors là, on repart à nouveau dans le spectre un peu des craintes et des inquiétudes. On est sur les grands points d'inquiétude des investisseurs, avec en première position euh, la probabilité croissante de régulation, qui est par définition relativement incertaine tant que les régulateurs n'ont pas pris de décision, ben on ne sait pas encore dans quel sens ils vont aller. Donc ça, c'est une inquiétude pour les investisseurs. On a en deuxième niveau d'inquiétude la sécurité des données et la protection des informations personnelles des utilisateurs. On a également, en troisième point, une adoption de masse des nouvelles technologies et des devices, donc des appareils. Bon, moi je retiens surtout les deux premiers points. Après, vous avez des points qui sont tout autant motifs à inquiétude, mais qui, selon moi, sont beaucoup plus bullish pour Upland. On a, par exemple, la diversité, l'égalité et l'inclusion des efforts. Je trouve que Upland est une plateforme qui est quand même relativement équitable et stable. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a alors, je ne sais pas comment traduire ça en français, les critères ESG. Donc les critères ESG, en fait, sont des critères d'environnement, des critères sociaux et des critères de gouvernance qui ont pour vocation à instaurer une forme d'éthique et une éthique plutôt verte et plutôt durable pour la planète en tout cas et pour le climat social. Donc là, je pense que Upland est plutôt bien En plein placé. dedans. Pardon? En plein dedans Upland, quoi. Ouais, on est plutôt bien placé là-dessus. On est sur. Alors, il y a des inquiétudes par rapport à la publicité et au contenu. Ben, là, moi, j'ai absolument aucune crainte par rapport au contenu. On a encore une fois cette crainte de la technologie pas mature auquel j'ai répondu tout à l'heure. Alors, ça c'est plutôt intéressant. Parce que c'est un sujet, je pense, qu'on abordera un de ces jours dans un live, mais les considérations sociopolitiques et les conséquences sociopolitiques que peuvent avoir ce genre d'écosystème. Parce que je pense que la politique va un jour se frayer un chemin dans le métaverse. Alors peut-être pas la politique au sens où on l'entend aujourd'hui quand on regarde les débats présidentiels ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y aura des thèmes inhérents au métaverse qu'il y aura lieu de défendre et il y aura des visions qui vont s'opposer. Donc ça me semble être un sujet intéressant dont on pourrait peut-être parler un jour. N'hésitez pas dans le chat si ça vous intéresse à le signaler pour que je vois si c'est un sujet qui vous parle ou pas. Si vous nous regardez sur YouTube, mettez-nous un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous dire si ça vous parle ou pas pour qu'on puisse avoir un retour. Nocif, ça te parle ce genre de truc ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, moi je pense que sur Upland, ce qui va être intéressant, c'est de. Voilà, Voilà, maintenant il y a le neighborhood rating et voilà, tout est en train de maturer. Je pense que voilà, la prochaine étape, ça va être donc les votes. Mhm, Donc la possibilité de voter dans les quartiers mhm. pour des choses différentes, pour donner des guidelines, des directives, des directions. Et je pense Et que je c'est ce pense qui que va faire là, naître le truc, hein. ça va faire naître la politique, ça, forcément, ouais. Bah oui, les gens vont. Enfin, fatalement, tu peux pas avoir 100% de gens d'accord sur la direction que veut prendre un quartier ou que tel ou Il y a tel. les partis, Voilà, exactement. Donc pour moi, les c'est partis l'arrivée de la pris. politique et c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Euh, on vous fera un épisode, on vous fera un petit sujet, un de ces quatre, si ça vous intéresse, parce que moi, ça m'inspire beaucoup et il y a pas mal de choses que j'aurais envie de dire là-dessus.
Ah oui, alors ça c'est plutôt intéressant aussi pour le positionnement de Blend. Encore une fois, 6 investisseurs sur 10 sont d'accord avec le fait que augmenter la sociabilisation dans le métaverse aurait un impact positif sur leurs décisions d'investissement. Je pense encore une fois, Upland, Play, Earn and Connect, Connect, bon, boum, on est vraiment en plein dedans, quoi. Je trouve Ouais. que au plus je regarde des études comme ça, au plus je me dis que Upland, ils ont vraiment bien monté ils ont bien monté leur white paper et ils ont vraiment mis le focus là où il fallait le mettre. C'est plutôt impressionnant. Ce qui a été décrit également, c'est que selon les investisseurs, le métaverse devrait prendre un tournant et être utilisé en majorité pour le travail, pour les meetings, pour les trainings, donc les séances d'exercice, d'entraînement, l'apprentissage vraiment, trainings, comment on peut dire ça, les formations, la formation et pour les expériences d'apprentissage. Alors là, encore une fois, on est vraiment sur une majorité assez écrasante qui pense que Upland va servir en majorité au travail. On est dans les ventures capitalistes, on est à 90% carrément qui pensent que ce sera le plus utilisé pour ça. Mais je pense que Upland va dans ce sens-là, avec les métaventures, avec la création de business. Et au niveau des expériences d'apprentissage vraiment, encore une fois, les ventures capitalistes à 90% convaincus que ce sera un use case absolument incontournable. Euh, il y a même pas de. J'ai presque l'impression qu'il n'y a même pas de détracteurs, quoi. C'est fou, hein. Non, il y en a pratiquement Il y a plus. 1% de détracteurs vraiment qui pensent que ça va être moins utilisé pour le travail. Je trouve ça assez surprenant parce que on pourrait se dire que, alors déjà, sont même pas vraiment des détracteurs parce que le postulat principal, c'est le métaverse sera utilisé principalement pour le travail et les sessions de formation. Moi, je pense qu'il va y avoir une bonne partie du métaverse aussi qui va être consacrée au divertissement, qui va être consacrée aux jeux vidéo, qui va être consacrée à l'art, qui va être consacrée Mais il y aura tout en fait, hein. C'est exactement, vraiment. exactement, ça va reproduire. J'ai du mal à comprendre comment les VC peuvent penser que le métaverse va, dans un futur plus ou moins proche, grappiller des parts de marché à l'Internet et ne pas se dire que toutes les zones d'activité d'Internet pourraient se retrouver dans le métaverse et voir un usage aussi ciblé et aussi, ouais, aussi restreint finalement du métaverse, même si je suis pas en train de dire que le travail et les formations c'est restreint, hein, mais c'est restreint par rapport aux potentialités. Donc voilà, ça c'est mon avis là-dessus, chacun aura le sien. Nocif, plutôt d'accord ou plutôt... Ouais, 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 plutôt d'accord, Ok. clairement. Alors, on a apparemment également une belle uniformité sur le fait que plus de régulation augmenterait la confiance dans l'investissement des métaverses. Ça, évidemment, c'est hautement discutable en fonction de votre sensibilité à la régulation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les investisseurs lourds, eux, attendent de la régulation et un peu de stabilité pour pouvoir vraiment déverser de la liquidité et investir plus lourdement. Donc ça me semble être un point intéressant qu'il faut réfléchir en tout cas. Oui, je Euh, pense que vraiment, on va arriver dans la phase où la régulation, ça va être la clé de l'investissement, quoi. Exactement. Et là encore une fois, enfin, je vais pas rentrer trop profondément dans le sujet, mais on constate que les points sur lesquels une régulation est nécessaire touchent quand même pas mal au blend, hein. On a les droits, par exemple, de propriété sur les assets digitaux. Bon, ben ça nous concerne quand même beaucoup. On a les régulations sur la modération du contenu et du oui, les régulations sur les contenus et sur les modérations de contenu. Non, mais là, c'est ce qui touche à tout ce qui est Important, hein. vraiment la légalisation, voilà, sur le plan légal, qu'est-ce qu'un NFT, Bien sûr, comment on les trie, etc. bien sûr. Et donc, voilà, vous avez parlé de ça il y a un petit moment sur La régulation sur pourquoi les... Upland voilà, ne supporte pas pour l'instant voilà, de léguer des assets de Upland. C'est pour tout ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment sur le plan légal, qu'est-ce qu'un NFT, c'est pas encore réglementé, quoi. Ouais, tout ça est encore très flou. On a la propriété Mais ça va intellectuelle vite quand aussi, même. hein. On peut dire que ça avance assez rapidement. Tout à fait.
On a la propriété intellectuelle aussi, qui, à mon avis, aurait pas mal d'implications dans Upland si une régulation devait arriver. Donc voilà, ça ce sont des points à réfléchir, mais en tout cas, je ne, je ne serais pas vraiment inquiet quant à la régulation parce que les régulateurs sont quand même très à l'écoute des gros investisseurs. Et si les gros investisseurs voient un potentiel là-dedans, ou du moins sont convaincus au niveau qu'on le constate dans ce rapport, hein, quand tu vois, tu as 80% de... T'as en gros, allez, entre 70 et 80% de conviction absolue que le métaverse a de l'intérêt, quoi. Hein. Donc, je Ouais. pense que les régulateurs vont être également à l'écoute de ça et qu'une régulation, je vais peut-être pas dire favorable, mais en tout cas où ils évitent d'être trop défavorables. Et ça, c'est important. Euh, ah oui, intéressant. Comment les investisseurs ont entendu parler du métaverse, principalement par rapport aux opportunités business, à 29% pour la finance et les opportunités de business, à 22% pour tout ce qui est réalité virtuelle et intelligence artificielle. Et après, on a quelques autres mentions qui ont quand même un peu d'importance. On a les technologies immersives, on a, je sais pas, on a plein de trucs en fait. Donc jetez un petit coup d'œil, regardez un petit peu. Mais bon, on est quand même sur une grosse majorité de business et de cette fameuse tendance de l'intelligence artificielle et de la VR, quoi. Même beaucoup de la VR, parce que l'intelligence artificielle, si on regarde, compte très peu dans les 22%, c'est surtout les expériences virtuelles et les mondes 3D qui prennent beaucoup de place. Ensuite, ah oui, alors ça j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est un graphique qui illustre en fait l'importance et l'impact qu'ont les. Alors attends, que je relise la slide parce qu'il y en a deux qui se ressemblent un peu et je ne dois pas les confondre. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'impact des news sur l'investissement dans le métaverse. Et on constate qu'il y a un gros impact des news au niveau de l'investissement dans le métaverse. Ça, c'est une chose que je voulais souligner parce que la semaine passée, si vous vous souvenez, on disait qu'il y avait pas mal de médias qui relayaient des news un peu brutes de décoffrage, qui n'ont pas été vraiment très traitées, qui se focus simplement sur oh tiens, Disney sort du métaverse, oh le métaverse n'a plus trop le vent en poupe. Il n'y a pas énormément de recherches qui sont faites par les médias sur ces sujets-là, donc ça c'est un point un peu négatif au niveau de l'investissement dans les hautes sphères. Mais bon, Après, c'est toujours bien parce que c'est quand même une idée et un concept qui se diffuse dans la société. Plus dans les médias mainstream, ils parlent de exactement, métaverse, etc. exactement. Maintenant, Ça se diffuse, ça je pense, s'instaure dans la société. exactement. Maintenant, je pense qu'on est tous un peu conscients aussi que les médias fonctionnent en tendance, qu'il y a des tendances hautes et des tendances basses. Les médias peuvent pas être en tendance haute sur tous les sujets tout le temps. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est là. Bon, ben, on va dire qu'elle tire un peu la couverture. Moi, en tout cas, je le sens vraiment comme ça dans les médias. Il y a vraiment une grosse part qui est monopolisée par l'intelligence artificielle. Je pense que quand des développements un peu palpables et de belles évolutions vont arriver dans le métaverse, je pense que les médias vont recommencer à en parler. Bah, en fait, ils vont commencer à en parler quand ils vont comprendre que métaverse et intelligence artificielle, quelque chose d'extrêmement lié. Mais je pense Et qu'ils l'ont, ça, je ça, pense qu'ils l'ont ça déjà va pas. compris, mais pour l'instant, on est dans une phase Ouais, ils ont de compris beaucoup de choses. Et pédagogie puis... avec les lecteurs des médias, et il faut apprendre un petit peu aux gens ce qu'est l'intelligence artificielle pour après, tout comme ils ont plus ou moins appris aux gens et diffusé l'idée du métaverse, je pense qu'ils diffusent tout aussi approximativement d'ailleurs, hein, mais l'idée de l'intelligence artificielle, et quand tout ça sera bien diffusé, là on pourra rentrer dans les croisements et on pourra amener des idées et faire réfléchir les gens sur autre chose. Je pense que c'est plutôt normal et ça suit son cours. D'ailleurs, vous pouvez vous renseigner, il y a un event qui est assez intéressant, il y a FedNow qui va être lancé dès demain. Et du coup, c'est un moyen de paiement direct, mais de l'administration américaine. C'est un truc un peu comme PayPal, quoi, qui Je t'avoue, remplace PayPal. je t'avoue que FedNow, j'ai pas encore creusé le sujet. J'ai eu un Ouais, début de semaine. renseignez-vous parce que Je vais jeter un coup ça d'œil. prouve la vitesse de la démarche de voilà, tout digitaliser, etc. Renseignez-vous FedNow. FedNow, c'est du lourd, c'est du lourd, hein. Et
pour terminer la présentation, ah oui, ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi, et à la fois un peu triste, mais plutôt intéressant. C'est un graphique qui montre la diversité de sources d'informations qu'utilisent les investisseurs pour se renseigner et apprendre sur le métaverse. J'ai presque envie de leur dire, les amis, si vous considériez comme un risque tout à l'heure de ne pas bien comprendre et de manquer de connaissances au niveau des métaverses, je pense que c'est pas au niveau des médias et des médias de masse traditionnels et des leadership médias qu'il faut aller chercher les informations. Je pense qu'il faut aller les chercher un peu plus bas ici, et je trouve ça dommage que Sur les... Frapland, hein. Ou sur Frapland TV, Freepland, tous les mercredis. bien entendu, sur Freepland TV, mais je trouve ça dommage, au final, qu'il faille descendre si bas dans ce graphique pour trouver que les VC expérimentent eux-mêmes le métaverse et se font leur propre idée. Ça, je trouve ça plutôt dommage. J'ai l'impression que cette expérience devrait apparaître beaucoup plus haut avant même de se renseigner et de voir ce que les médias en disent, qui pour moi n'est pas vraiment très intéressant d'un point de vue investissement. Il n'y a pas une grosse profondeur de l'information. Je pense qu'on a beaucoup plus de profondeur en expérimentant soi-même. Mais voilà, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'ils ont de nombreuses sources d'informations, que dans ces sources, il y a quand même une part d'expérience personnelle, et mais finalement, moi, je fais plutôt confiance aux VC pour placer leur argent correctement, hein. Ce sont des gens dont c'est le métier. Euh, nous, nous sommes de tout petits investisseurs à côté de ces gens-là, et ces gens-là ont une armée de conseillers, de gens qui font des études marketing, qui font des études de tendance, des études sur les Google Trends, sur Ils ont des IA aussi qui Ils travaillent ont pour eux. des IA probablement qui leur remontent de l'information, ils épinglent tous les réseaux sociaux, ces gens sont bien informés, donc j'ai tendance à me dire qu'ils ont toutes les clés en main pour faire de bons placements. Qui plus est, là ici, bon, bah, leurs placements sont en accord total avec ce que moi je vois comme tendance de fond, donc j'aurais du mal à les contredire. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous nous regardez sur YouTube ou sur Twitch, dans le chat, n'hésitez pas à nous noter vos opinions, vos perceptions du métaverse, comment vous voyez tout ça évoluer, parce que c'est la fin de la présentation, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je trouve que ça a déjà été plutôt dense comme information et comme statistique. Est-ce que c'était intéressant pour vous? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Nocif, ça t'a parlé ce sujet? Oui, ça m'a inspiré, ouais, Tant mieux, tant mieux, tant clairement. mieux. C'est positif pour le métaverse. Il y a probablement des risques. On en a parlé, hein, des risques régulatoires, des risques de toutes sortes, mais qu'est-ce qui n'est pas risqué finalement? En vivant, on risque tous de mourir. Moi, c'est ce que je me dis toujours. Et voilà, il faut prendre ces risques pour moi, il faut les calculer, et c'est un peu l'objectif que j'avais aujourd'hui en vous présentant ça, c'est de vous donner un peu de base statistique si vous êtes un peu comme moi, ça a de l'importance pour vous. Donc, prenez vos décisions et voyez ce que tout ça vous inspire. Est-ce que nous avons des questions dans le chat par rapport à tout ça? C'est bullish en tout cas. C'est bullish, voilà. Je pense que on peut le dire. On peut le dire. Non, mais c'est vrai que si tu regardes, même sans rigoler, si tu regardes d'un point de vue VC, généralement les VC prennent des décisions plutôt bien éclairées. Donc, si eux investissent dans un domaine, il y a généralement des raisons. Ah ben je vois apparemment que ça en intéresserait un ou deux en tout cas d'avoir un petit sujet politique, la politique dans Upland. Euh, ok. C'est vaste. Vaste sujet. Bah écoute, si ça te dit, Nocif, on va réfléchir un petit peu à ça, et on va en discuter. Petite info pour ceux qui sont dans le chat avec nous et qui nous verront en live, n'hésitez pas à vous rendre sur Discord cette semaine sur Freepland, parce que je vais poster un petit formulaire pour une distribution de NFT qui nous a été gentiment offert par Amateus qui est avec nous dans le chat. Donc je vais faire un petit formulaire pour que vous puissiez participer. N'hésitez pas à remplir le formulaire. Je mettrai bien entendu une petite annonce
dans les annonces Freeplend. Et voilà, n'hésitez pas à participer, il vous faudra pour ce faire une adresse Wax. Donc si vous n'en avez pas, prenez le temps d'en créer une ou de retrouver votre mot de passe perdu peut-être depuis longtemps. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions dans le chat. Nocif, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais ajouter Non, non, à part sur que tout ça, vraiment, c'est bullish, c'est bullish. C'est bullish, exactement. Exact. Donc, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain, Nocif. Je sais qu'on ne peut pas te voir à la caméra, mais je sais Je fais sais le. que tu es exactement comme ceci pour l'instant. Et moi, je passe traditionnellement en mode métaverse. Et je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain. Ciao, ciao à Allez, tous. salut. Ciao, ciao. Ciao.